ton accueil. Et puis je voudrais aussi remercier 3 des acteurs qui sont interviewés dans notre livre, Jacques Pradel, Gérard Martin, Jean-Luc Salanave. C'était des Parisiens, hein. Les autres sont un peu plus loin, donc n'ont pas pu venir. Brièvement, on va parler à 2. Brièvement, en fait, l'idée, on était toutes les 2, j'étais responsable d'un laboratoire de recherche de radio-immuno, et Anne travaillait avec moi depuis le début dans ce laboratoire. Et on a fait connaissance de pas mal de gens très célèbres, pour la plupart, s'occupant de radioactivité dans des domaines très divers. Hein. Il y avait aussi bien des gens qui se sont occupés des essais nucléaires, je lui donnerai la parole, ingénieur des mines, monsieur Jean-Luc, c'est plutôt Eurodif, et puis il y avait des médecins nucléaires. Un de nos problèmes, c'était de trouver des femmes, en fait, parce que c'est déjà dans ce milieu, même actuellement encore, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Dans les pionniers, les tout pionniers du nucléaire, il y en a 2 très connus, Marie et Irène, mais ensuite, ça disparaît. Et à cette époque, donc je parle de l'époque après les années 50, ben, il n'y en a pas beaucoup. Dans le livre, on a quand même donné la parole au moins à 4 Madame Chéron, qui était une des responsables également de Rodif, une des seules femmes, c'était le bras droit de Georges Besse qui a été assassiné, Christiane Chéron, donc il y avait Odile Fajon qui était médecin nucléaire à Montpellier, Colette Chassard, Bouchot, qui était chercheur, elle, qui a fait beaucoup de recherches sur les poissons plutôt. Et j'en oublie une, c'était qui? Qui? Madame Burg. Madame Burg, voilà, Madame Burg, excuse-moi, qui était une des premières radiothérapeutes et qui était la femme de Constant Burg, qui a été à l'origine de l'INSERM il y a déjà un certain temps et qui lui était mort. Bon, mais c'était difficile de trouver des femmes. Alors, notre idée, et Yann a tout de suite adhéré. Oui. Ce qui nous a donné un peu l'idée aussi, c'est qu'on a organisé énormément de colloques scientifiques, qui étaient assez, éclectiques, où on a fait appel à de nombreuses personnes comme Jacques Pradel, etc., qui étaient comme orateurs dans ces colloques. Et on s'est lié d'amitié avec toutes ces personnes, qui nous ont, au fil du temps, par amitié, raconté plein d'anecdotes, des morceaux de leur vie. Et on a eu peur que cette mémoire se perde, que toutes ces anecdotes sur leurs travaux, leurs recherches, leurs passions aussi, se perdent. Et on s'est dit pourquoi on les interviewerait pas et pourquoi on ne reproduirait pas leurs propos qui nous racontent leur vie. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à rédiger, à les écouter, à les interviewer, les enregistrer, puis reproduire leurs propos sur papier. Oui, parce que, en fait, les gens, dès qu'on dit qu'on travaille dans le nucléaire, que ce soit du civil, du militaire ou autre chose, de la recherche, on est tout de suite accusé d'être, payé par un lobby nucléaire quelconque, etc. Des gens très psychorigides, enfermés dans leurs convictions. Or, les gens qu'on fréquentait étaient tout à fait des gens normaux, hein, comme vous et moi, comme toi qui es musicienne, Claire. C'était des gens tout à fait normaux et on voulait donner cette image, en fait. Il n'y avait pas cette image d'élitisme, d'arrogance. Enfin, jamais on l'a retrouvé. Jamais on l'a retrouvé. Donc, on a proposé ça, il y en a une vingtaine, hein. On aurait pu en trouver beaucoup d'autres, mais c'était les gens qu'on fréquentait, et en disant bien qu'on voulait du vécu, qu'on voulait leurs peurs, leurs anecdotes, leur famille, leur trajet, et il n'y en a qu'un seul qui en fait a refusé. Les autres ont vraiment joué le jeu
de raconter un peu leur vie, leurs doutes, leurs joies, leurs déceptions, voilà. Et donc, il y a eu quand même 2 personnages, et ensuite on verra les autres, 2 personnages qui étaient essentiels. Ben, c'était le professeur Pierre Pellerin, qui est mort il y a 2-3 ans maintenant, qui a été accusé, lui, de tous les maux possibles et imaginables, et qui s'était renfermé chez lui. Il était chez lui, il voulait pas sortir du tout, il était en procès. À la limite, on l'accusait quasiment d'assassinat. Ensuite, ça a été... Et depuis 2006, à peu près, il était accusé, et il se méfiait, à juste titre, des médias, mais son avocat lui avait dit de ne pas sortir. Et résultat, moi, je lui téléphonais beaucoup. Et on communiquait beaucoup par téléphone. Et au début, je prenais des notes, parce que dès qu'il commençait, je lui disais comment ça va, il me disait et vous, et toi qui me parlais pendant 1 heure. Je griffonnais, et je lui dis, est-ce que je peux vous enregistrer, ça vous dérange pas? Il me dit, oh, ça me dérange pas du tout, n'importe comment, je suis sur table d'écoute, vous aussi d'ailleurs, le temps qu'on décrypte toutes les conneries que je suis en train de raconter, ils en ont pour la nuit des temps. Donc vous cassez pas la tête, vous en faites ce que vous voulez et tout ça. Et donc j'ai des heures et des heures d'enregistrement, et donc c'est des propos, je dis bien que c'est pas une interview directe, mais c'est des propos que j'ai classés, et que vous verrez dans le livre, surtout pour montrer une autre image que cette image qu'il avait de personnage absolument terrifiant, psychorigide, méprisant, etc. Vous découvrirez qu'il adorait Wagner, qu'il faisait de la harpe, qui était bon. Mais vous découvrirez Wagner, oui, ça mais vous découvrirez quand même une autre image. Et puis le deuxième personnage, et donc ça c'est, il a jamais donné d'interview, un Pellerin ni rien. La deuxième interview importante, c'était Léonid Urskoïev, qui est russe. Et là, c'est par Henri Lehn, notre ami Henri Lehn, qui lui est décédé, mais dont il y a une interview qui est extrêmement drôle, parce que lui, il a travaillé, quand il a commencé à travailler, il le raconte, moi j'ai travaillé dans la bombe atomique, et il a démarré comme ça, dans la bombe atomique, et il raconte son histoire, et il m'avait dit, il faut que je te présente Léonide, que j'ai très bien connu, parce que ça a été un des responsables de la centrale de Tchernobyl. Non, il n'a pas été responsable de la centrale de Tchernobyl. C'est un des premiers, parce qu'il était relativement jeune à l'époque, il avait même pas 30 ans. Et il est parti en tant que ce qu'on appelle les travailleurs de l'urgence, pas les liquidateurs, les travailleurs de l'urgence. Il est parti en juillet jusqu'à septembre 86. La centrale était encore fumante. Bien chaud. Bien chaud. Bien chaud. Mais vraiment, il n'était pas du tout responsable de la centrale de Tchernobyl. Hein. Il est parti, c'était un ingénieur de l'Institut Kurchatov à Moscou. C'est l'institut qui avait produit les plans. Il explique dès le départ, il s'est senti, comme c'était l'Institut Kurchatov qui avait culpabilisé du fait qu'ils avaient participé à, à la création du réacteur, ils se sont sentis un peu coupables et ils sont partis volontaires en tant que travailleurs d'urgence. Hein, c'est pas un liquidateur. Il est vraiment parti là-bas. Avec une mission. Avec une mission, bien entendu. Ils ont fait donc des cartographies de la centrale, des cartographies aériennes de la centrale. Donc voilà. Et puis repérer tous les chemins. Les points chauds qui restaient, puisque tout avait éclaté en fait. Voilà. Donc il a mis au point un appareil pour visualiser ces points chauds. Et cet appareil, il fallait le mettre sur un hélicoptère pour survoler la centrale et pour ensuite dire aux gens, attention, ici, au point du dédale X, Y et Z, attention, il y a un point très chaud. Et donc il nous a raconté, d'abord en russe et ensuite en anglais, il nous a raconté cette expérience qui est absolument extraordinaire et tout à fait intéressante au niveau de Tchernobyl.
Ça, c'est tout ce qui est original. Mais ensuite, on a fait d'autres interviews. Donc, tous les témoignages sont exceptionnels. Je ne crois pas qu'il y en ait un qui, si effectivement, d'avoir un travailleur de l'urgence à Tchernobyl, un russe qui est parti, c'est vraiment exceptionnel. Mais tous les autres sont très attachants, on voit toute leur, leur vie, comment ils ont abordé le nucléaire aussi, comment ils ont commencé dans le nucléaire, leur joie, leur déception, et ils sont tous très très attachants, je crois qu'ils sont tous exceptionnels. Alors, on a eu une interview, j'ai d'ailleurs vu Maurice Tubiana 2 mois avant sa mort, chez lui, il m'a reçu, et c'est un des seuls qui a beaucoup écrit en fait sur sa vie. Hein, il a publié, il écrivait quand même beaucoup, mais il nous a raconté des choses assez originales. Là encore, il a bien joué le jeu. Marcel Boiteux, qui est donc, lui, est encore vivant, malgré ses 93 ans, président d'EDF, lui aussi a joué le jeu, a raconté des anecdotes, en particulier, lui aussi, il devait partir à STO, etc., il s'est enfui, et il a fait la guerre, etc. Il raconte pas mal d'anecdotes aussi dessus, et aussi son pessimisme sur la situation actuelle d'EDF. Et puis je voudrais donner quand même la parole à quelques-uns de mes acteurs qui sont là. Jean-Luc Salanave, vas-y, tu expliques un peu ton parcours. Oui, je peux me présenter rapidement. Oui. Donc c'est vrai que j'ai participé à l'aventure Eurodif, c'était cette énorme usine d'enrichissement d'uranium. On va peut-être, oui, voilà, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui ne savent pas ce qui a qu'est été construite Eurodif. dans les années 70. Moi, c'était mon premier boulot comme jeune ingénieur. Je rentrais à l'époque de Nouvelle-Calédonie, j'avais enseigné pendant 2 ans, j'étais déjà 100% écolo. Et il s'est trouvé qu'à l'époque, on avait un certain nombre de craintes et de peurs par rapport au nucléaire. Et moi, j'avais envie de voir de l'intérieur ce que c'était. Et donc, je suis rentré dans cette aventure. Et vraiment, je ne l'ai pas regretté parce que ce serait à refaire. Je le referai aujourd'hui. Et à ma grande surprise, donc j'ai découvert qu'effectivement la radioactivité, c'était dangereux, mais que c'était parfaitement maîtrisable. Et surtout, j'ai découvert que les gens avec qui je travaillais, qui pour la plupart venaient à l'époque, dans les années 70, certains d'entre eux des programmes militaires, et ils s'étaient reconvertis dans le nucléaire civil, c'était eux les vrais écolos, parce qu'ils n'avaient qu'une idée en tête, c'était tous les jours d'améliorer un peu mieux nos procédés, de faire en sorte que l'environnement de cette énorme usine soit aussi propre qu'il était avant. Tout le monde habitait dans la région, tout le monde avait des enfants, des petits-enfants. On n'avait aucune raison, aucun d'entre nous, de polluer cette magnifique région qu'est la Provence. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait finalement 2 types d'écologie. Il y avait les écologistes de l'intérieur, c'est ce que je raconte un peu dans ces quelques lignes, parce que moi, mon interview est très, très courte, qui vraiment, chaque fois qu'il y avait une anomalie, et quelque chose qui m'a frappé aussi, c'est que les incidents, et il y en a eu des gros incidents, moi j'ai été plusieurs fois avec le masque sur la figure, surtout une usine comme celle-là qui était un peu un prototype, et quand on la démarre, il y a des tas de choses qui ne se passent pas normalement, mais comme dans toutes les activités humaines. Et chaque incident a été vraiment l'occasion, d'abord, de resserrer les rangs, d'essayer de comprendre ce qui s'était passé, et surtout de tout faire pour que ça ne se reproduise plus. Et c'est exactement ça l'histoire du nucléaire, c'est-à-dire que le nucléaire n'a pas arrêté de s'améliorer, que ce soit le nucléaire du cycle du combustible dans lequel je travaillais, mais le nucléaire des réacteurs aussi. Et aujourd'hui, je suis toujours écologiste, je milite même dans 2 associations écologistes, Sauvons le climat, l'AEPN, l'Association des écologistes pour le nucléaire, mais je suis à 100% pro-nucléaire parce que j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Je construis une maison bioclimatique dans une petite vallée des Pyrénées. J'ai construit mon premier capteur solaire dans les années 70. C'était pas un capteur photovoltaïque, je vous l'accorde. Et le photovoltaïque, je pense que c'est encore trop tôt, je n'y crois pas. Mais le nucléaire m'a apporté la conviction que c'était une énergie d'abord aussi naturelle, sinon plus que beaucoup d'autres. C'est l'énergie peut-être la plus répandue dans l'univers. C'est l'énergie nucléaire qui alimente toutes les étoiles depuis le Big Bang.
C'est une énergie, et ça vous le savez peut-être pas, mais qui est recyclable. On parle beaucoup d'économie circulaire, mais le nucléaire justement, et en particulier en France, ça n'a pas été le cas aux États-Unis et dans beaucoup de pays qui ont refusé de retraiter. Non, mais en oui, France, c'est ça. on Les retraite États-Unis, le combustible. Pourquoi? Parce qu'un combustible nucléaire qui sort d'une centrale après avoir fait 3-4 ans de bons loyaux services pour produire de l'électricité, 96% de ce combustible usé peut encore produire de l'énergie. 96%. Si on pouvait faire pareil avec l'essence qu'on met dans nos voitures, ce serait miraculeux. Et donc, on peut en recycler une bonne partie. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'EDF en recycle une petite partie, peut-être 25%, mais il y a des réacteurs du futur qui permettront de recycler 96% de cet uranium usé. Et aujourd'hui, rien que les stocks d'uranium et de combustible usé qu'on a dans ce pays permettraient d'alimenter des réacteurs de génération 4, comme on est en train de les préparer, pendant plusieurs milliers d'années. Alors des milliers d'années, ça ressemble, ou alors j'y comprends rien, à quelque chose de presque renouvelable. Oui. Est-ce que le nucléaire est moins renouvelable que le photovoltaïque, enfin le solaire ou l'éolien? Moi je considère qu'il est au moins aussi renouvelable. Voilà. Donc je suis convaincu, je suis passionné. Aujourd'hui j'enseigne les technologies de l'énergie dans un certain nombre d'écoles, d'universités, en région parisienne, à l'école centrale, à Supélec, à Jussieu. À Munich, ça s'est arrêté parce que les jeunes Allemands qui s'intéressent au nucléaire ne savent plus sur quel pied danser aujourd'hui, parce que leur pays est en train de casser tous leurs espoirs de voir cette énergie se développer. J'ai eu la chance d'enseigner en Chine aussi l'année dernière, et les jeunes Chinois sont vraiment passionnés, et il faut savoir que sur les 70 réacteurs qui sont en construction sur la planète aujourd'hui, il y en a 25 qui sont en construction en Chine. C'est vraiment une énergie qui se développe à toute vitesse, et les Chinois ont des tas de motivations, parce que les jeunes qui habitent à Pékin, qui subissent cette pollution énorme de toute cette activité charbon qui est autour, ils ont un intérêt évident à introduire des énergies décarbonées, et le nucléaire en est une, et qui plus est, qui n'est pas intermittente ni aléatoire comme le photovoltaïque et l'éolien. Bon, je ne veux pas monopoliser la parole, mais si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Après, Jacques. Alors Jacques, il y a Jacques quand même... Pradel. Et ensuite, Alors lui, il est mineur. Bon, Hein, je on vais dit essayer de mineur, parler hein. un peu, mais c'est un peu difficile pour moi, parce que j'ai d'abord un certain nombre d'années de plus, si vous voulez, et j'ai quand même une caractéristique, c'est que quand je suis rentré dans le nucléaire, ben, il n'y avait rien, il n'y avait pas de CEA. Et j'ai participé à la création du CEA. Je suis arrivé, moi, il y a 60 ans maintenant, et dans les mines, j'étais le premier, si vous voulez, à m'occuper de ces problèmes de mines, parce que personne n'avait de mines d'uranium dans le monde, ça n'existait pas, si vous voulez. Donc De j'étais radioprotection. je me suis occupé de la protection, mais au départ, j'allais pour faire de l'exploitation. Et puis on m'a dit, mais il y a un sujet, là, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais il paraît que c'est important, ça serait bien si vous vouliez vous en occuper. Bon, j'ai dit pourquoi pas, ça m'intéresse. Donc je me suis spécialisé en radioprotection. Et j'ai eu cet avantage d'arriver dans un domaine où il n'y avait personne qui connaissait la question. Donc j'ai été le premier, si vous voulez, à connaître la question. Et c'était pas déformé, comme on le voit maintenant, quand on commence quelque chose. Ben, si ça a déjà existé avant, eh bien, il y a déjà des tas de rumeurs qui courent, c'est très dangereux, c'est ceci, c'est cela. C'est un peu ce que vous disiez en ce qui concerne le retraitement ou autre. On dit c'est très dangereux, c'est... Bon. Alors moi, je ne savais pas trop, à la limite, si c'était dangereux ou pas, mais je suis allé voir un peu comment travaillaient les mineurs, et je suis allé sur place, et j'ai vu que, ben, effectivement, ils travaillaient dans des conditions qui étaient assez mauvaises, mais du point de vue de la santé. Et le point de vue de la santé, c'était parce qu'ils étaient arrosés en permanence, ils buvaient comme... c'était incroyable. Ils arrêtaient, quand on a mis une ventilation, on a dit les premiers trucs à faire, c'est de ventiler un peu pour changer l'air. Bah, eux, ils coupaient parce que ils avaient froid. Donc j'ai dû moi-même aller sur place, si vous voulez, vivre avec eux un peu, pas complètement bien sûr, mais une journée ou deux avec eux, pour voir le jour, la nuit, ce qu'ils faisaient. Et je me suis aperçu que c'était assez dangereux pour eux, mais c'était pas la radioactivité, c'était la mine. Et d'ailleurs,
ce qu'on avait constaté, et qu'on a constaté plus tard, c'est que les mineurs qui avaient des problèmes, ils avaient en général travaillé dans des mines ailleurs en France. Et là, ils avaient respiré la silice, ils avaient été très irradiés par des toxiques non radioactifs, si on peut dire. Donc, c'était surtout chez eux qu'il y a eu des cancers par la suite. Pas chez nos mineurs qui ont été bien soignés au départ, si vous voulez. Là, il y en a eu quelques-uns, mais comme il y en a un peu partout, si vous voulez. Mais je pense qu'il y en a... Et on ne sait pas d'où ça vient, si vous voulez. En plus, on ne sait pas d'où ça vient, parce qu'on a voulu tuer l'existence de la radioactivité naturelle. Moi, je me suis battu pour ça, en disant le seul repère qui est sérieux dans ce domaine, c'est on a de la radioactivité naturelle, et on vit là depuis des siècles. On se soigne même dans des stations thermales avec des radioactivités un peu plus fortes que la moyenne, et les gens trouvent que ça fait du bien. Donc je me suis dit, il y a une chose vraiment très importante à faire, et j'ai visité un peu toutes les mines du monde, et je cite dans mon article, je cite un voyage que j'ai fait en Ouzbékistan, à l'époque où c'était l'URSS, et on m'a fait visiter les mines. Alors j'arrivais, ils me connaissaient parce que j'avais parlé pas mal dans des réunions, ils me connaissaient, ils disaient il faut vraiment bien le recevoir celui-là, quoi. Alors on m'a mis une escorte pour m'accompagner partout, je passe sur les détails de l'escorte, mais ce qu'il y a eu, c'est qu'on m'a fait faire une visite de mine en Ouzbékistan, donc, et on m'a fait cette visite. Alors c'était vraiment nettoyé de façon extraordinaire, si vous voulez, on n'avait jamais vu ça dans nos mines en France. Il y avait des petits graviers partout qui avaient été mis ça la veille pour que quand on passait dans les galeries, on marchait sur une terre magnifique, si vous voulez. Et puis ils arrosent, enfin ils faisaient vraiment ce que j'avais recommandé de faire, mais ils en ont fait même plus que moi, parce que ils m'ont dit, mais vous voyez, nous on fait comme vous. Alors ils avaient mis des trucs sur les parois minières. Alors moi j'avais dit dans une conférence, il serait peut-être intéressant qu'on mette des produits qui absorbent le radon, le gaz qui se dégage des mines. Et j'avais dit, je crois que j'avais dû dire, on pourrait peut-être utiliser des vieilles huiles de vidange ou des choses comme ça, parce que l'huile capte le radon. Et quand j'ai fait cette visite, ils m'ont dit, voyez, nous on fait comme vous, hein. Ah, j'ai dit, bon, c'est quoi ça? C'était de l'huile de vidange. Ah, j'ai dit, oui, mais nous on le fait pas encore. Non mais Jacques, vous êtes un peu modeste parce que vous étiez la France, et notamment vous étiez la référence mondiale au niveau de la radioprotection dans les mines. Dans les mines. Oui, c'est ça que vous voulez dire aussi, en tant que faut le dire. On avait dit, on pouvait la faire France ça, à l'époque, on était vraiment là. Ça éviterait, si on a des chantiers particulièrement difficiles, on pourrait envisager peut-être de mettre un peu d'huile sur les murs, ça serait pas gênant. Et eux, donc j'ai été reçu comme le roi du nucléaire. Alors, d'autres choses que je peux vous raconter, c'est que en ce qui concerne personnellement, je n'ai jamais eu peur du nucléaire. J'ai des enfants qui ont vécu à La Hague, qui ont vécu partout dans les centrales, enfin les usines du CEA ou d'Areva ou de tout ça. Et mes petits-enfants, moi, je les emmenais sur les plages de La Hague, on se baignait ensemble, et si j'avais eu peur, je les aurais pas emmenés quand même dans ces endroits. Et ils y ont vécu. On est assez dit, je crois. Peut-être Gérard. Alors, on a encore un autre radioprotectionniste. Oui, Gérard, moi. Ah oui, bien sûr. Voilà. Gérard, à toi. Qui lui s'est occupé de la... Quand tu m'as demandé de faire une interview, bon, je ne pensais pas que ça irait jusqu'à un livre et que tu serais aussi pugnace pour arriver à faire sortir cela. Donc j'ai livré en vrac un certain nombre de choses.
Bon, c'est pas de la littérature, c'est du vécu. Alors, une carrière, c'est une suite d'enchaînements, parfois sacrément bénéfiques. Bon, parfois, on a de la chance. Hein. La première chance, ça a été d'être à l'Institut du Radium et d'avoir 2 profs, enfin même 3. Il y avait Brossel, il y avait Cohen Tanouji, qui a été prix Nobel, et puis il y avait Teillac, qui est devenu haut commissaire. Donc, quand on a des profs comme ça, eh bien, ça, d'un seul coup, je me suis dit, le nucléaire, c'est quand même formidable. Hein, ça produit une énergie fabuleuse. Je veux faire du nucléaire. J'ai eu la chance, par une infirmière, de connaître un des grands directeurs d'EDF, qui était le patron de la production thermique à l'époque. Et donc, j'ai eu un rendez-vous. Et il m'a dit, bon, je veux bien vous embaucher, pas de problème, mais pas dans le nucléaire, parce qu'on décélère. On est parti trop tôt. Hein. Maintenant, on décélère. C'était en 63, je crois, ou 64. Et puis, faites votre service militaire, puis vous reviendrez me voir après. Je fais mon service militaire, et là, le commissaire à l'énergie atomique me prend comme stagiaire militaire, et moi, comme toi, j'ai une fibre écologique. Hein, vraiment, bétonner la France, ça me sert. Hein, je dis, il faut limiter le bétonnage de la France. Couper nos forêts de feuillus, là, ça me rend malade. Hein, et on me colle dans un service qui était protection des sites. Alors, je me dis, tiens, ils savent que je suis un petit peu, que j'aime les sites. Et à une époque, je m'étais dit, pourquoi je ne ferais pas les eaux et forêts? Et je tombe dans un service, puis on me dit, voilà, nous on fait la radioprotection des essais nucléaires, alors tu pars au Sahara pour te former un peu, on fait des tirs là-bas, tu iras là-bas. Alors bon, j'avais jamais voyagé, bon, formidable, bon, je vais au Sahara, je suis tombé dans un monde alors de mineurs, alors ils avaient embauché des contamineurs, c'était souvent des anciens mineurs, des prospecteurs, donc toute une armée de gars un peu rugueux. Hein. Donc moi, petit ingénieur, je rentre là-dedans. Alors c'était, on vous fait cardinal paf. Alors bon, cardinal paf, c'était, il y avait tout un truc à réciter. Si on se trompait, on buvait un verre. Moi, j'ai jamais voulu marcher. Alors j'étais au départ un peu mal vu parce que moi, je voulais pas. J'avais renversé un verre de vin sur les chaussures en disant, moi, je suis pas d'accord. J'avais jamais bu un verre de vin à l'époque. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Hein. À 20 ans. Et je me suis retrouvé dans ce milieu, hein, alors où je me suis beaucoup amusé parce qu'ils faisaient des farces. Hein, les gens qui étaient en scaphandre, on leur mettait des grands scaphandres, il y en a un qui lui foutait une mouche à l'intérieur, et puis il voyait la mouche et il ne pouvait pas, des trucs comme ça. Ou alors ils arrosaient le scaphandre en plein Sahara. Alors évidemment, avec la chaleur, le gars il était frigorifié dedans. Enfin, c'était tout un tas de petits trucs qui m'ont beaucoup amusé. Et puis, après ça, il y avait le Pacifique. Alors moi, j'avais jamais vu un cocotier, j'avais jamais vu... Oh, je me dis, pourquoi continuer un peu? Puis j'ai un patron qui me dit, si tu veux, moi je voulais partir du CEA, je dis, c'est trop... Bon, ça c'est trop administratif, hein, c'est un grand truc, moi, bon... il me dit, mais vous pourrez toujours après, vous n'êtes pas pressé, moi j'ai un truc super à vous faire là. Bon, je dis, il y a peut-être raison, donc je reste. Et je me suis retrouvé dans les essais nucléaires, la radioprotection des essais nucléaires à Mururoa. Je me suis retrouvé. Alors là, c'est pareil, bon, il y a des gens de chantier un peu rugueux, vraiment, alors on est très éloigné de la famille, quoi, hein, mais c'est formidable, c'est une formation. Et là, j'ai vécu un certain nombre de choses, dont certaines, j'en ai parlé, puis il y en a d'autres, bon, j'en ai pas eu le temps, hein, mais vraiment, je dois dire, puis après, du coup, j'ai pu quitter le CEA, j'ai eu à un moment une opportunité de partir dans une autre entreprise, puis je me suis dit, quand même, je suis très bien, et puis après, on m'a donné, alors là, je dois dire, je reconnais que la défense a été très, très sympa avec moi, parce que, vous savez qu'il y avait une concurrence entre les armées et le CEA qui était très forte, parce que le CEA devait expérimenter... développer l'arme nucléaire et l'expérimenter. Et les armées étaient responsables de la sécurité. Donc il y avait un espèce de service mixte au milieu, dans lequel il y avait moitié de CEA et moitié de militaires. Et ce service mixte, c'était la bagarre qui allait diriger le truc. Alors c'était après, tout le monde s'était mis d'accord, ça va être un CEA, puis après un militaire, après un CEA, on panache. Et donc, il y a eu ce panachage, et puis je me suis retrouvé à diriger ce service de radioprotection.
Et quand il a fallu, au moment des souterraines, il y avait un service de contrôle biologique qui était surtout de pharmaciens et de toubibs. Et à ce moment-là, ce service qui s'appelait dans notre jargon le SMCB, c'était un service parallèle au mien, et il a fallu les réunir ensemble. On a dit, bon, pour alléger les structures, ça sera quand même mieux. Et les armées, là, moi, contre toute attente, m'ont donné la direction de cet ensemble-là, alors que j'étais civil. Alors bon, je dois dire, je vois une fière chandelle au général qui commandait, il avait confiance en moi, et il m'a donné les deux services. Et là, ça a été la confrontation du monde de l'ingénieur et du monde de la médecine. Et là, j'ai trouvé ça formidable, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes repères. Là. Hein, moi, c'était la planification, les mesures en labo, et lui, c'était différent. Et je dois dire que moi, je me suis très bien entendu avec ses adjoints toubib, ou chefs de section, et en particulier, il y en a un, d'ailleurs, que je connais bien, que tu as repris dans le livre, qui après s'est occupé des sous-marins nucléaires, de la radioprotection aussi. Donc, je dois dire qu'à la fin de ma carrière, mais je suis resté quand même toujours attaché, je dirais, au kilowattheure. Pour moi, ça a toujours été la référence, c'est faire de l'électricité pas chère. Et vraiment, le nucléaire a toutes les vertus. Voilà. Mais c'est étonnant et je suis persuadé que dans les 20 ans qui viennent, le nucléaire va repartir en flèche partout. Moi, et mon petit-fils, j'espère, je le pousserai pour qu'il aille faire du nucléaire. Hein. Mais bon, c'est lui qui choisira, hein, c'est pas moi. Voilà. Juste un mot sur l'écologie. C'est un point très important, vous avez tous abordé. Moi aussi, je fais partie de la l'AEPN, l'Association des écologistes pour le nucléaire, mais il y en a un dont il y a une interview, c'est Luc Foulquier. Luc Foulquier a été envoyé par le CEA pour ouvrir en 1964 le premier labo qui s'appelle de radioécologie à Pierre-Latte. Et ils s'occupaient, ils ont tout monté, au début c'était des bricolos, hein, ils ont tout monté pour s'occuper des effets des radioéléments, des déchets des centrales, il y en a plein autour de Pierre-Latte, aussi bien civils que militaires, sur l'environnement, les poissons, les hommes, etc. C'est donc été un des premiers à s'occuper de l'écologie, de l'environnement et des effets de la radioactivité. Et il différencie très très bien au niveau de l'écologie, ce qui est une écologie idéologique, hein, que ce soit Greenpeace, la CRIRAD, etc., etc., et une écologie scientifique qui existe réellement. Voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de lire il y a peut-être des le livre. Première thèse, il est docteur en écologie terrestre et lignite. C'est la première thèse scientifique en décembre 66. Il est titulaire, Luc Foulquier, titulaire de cette thèse. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, je vais lancer le débat, puisque les écologistes totalement hostiles au nucléaire, finalement, il y en a pas mal dans le quartier, ne se sont pas pointés pour affronter un débat dialectique, mais je vais essayer de me faire leur avocat. Donc, alors première, pour être dans le concret, là actuellement, tout le monde a entendu parler des déboires des centrales EPR, etc., qui coûtent une fortune, dont le développement est retardé dans des proportions considérables, avec d'innombrables scandales de défauts de fabrication, etc. Qu'est-ce que vous, qui défendez donc toute cette histoire technologique, pouvez nous dire de cette situation et des conséquences qu'on pourrait en tirer en regard de l'avenir du nucléaire? Qui veut répondre? Moi, je peux apporter une partie de la réponse, mais donc effectivement, l'EPR, c'est une nouvelle série. Et bon, moi, mon expérience professionnelle, c'est que quand on démarre quelque chose, il faut mettre au point, et qu'il y ait des surprises, qu'il y ait des anomalies, c'est pas choquant. Alors effectivement, vous dites, ça commence à coûter une fortune. Alors c'est vrai, on lit dans la presse que l'EPR de Flamanville, au départ, il était prévu à 3,5 milliards. Aujourd'hui, la facture est plutôt autour de 10 milliards. Mais 10 milliards, qu'est-ce que c'est? Si on fait le calcul ramené justement au kilowattheure, c'est un réacteur qui est conçu. Alors bien sûr qu'il y a la ceinture, les bretelles, qu'il
qui a toutes les, qui a tenu compte de toute l'expérience de Tchernobyl, de Fukushima et le reste. Et c'est un réacteur qui en plus est conçu pour fonctionner entre 60 et 80 ans. Il va produire, je vous laisse faire le calcul de votre côté, mais il va produire 600, pendant sa durée de vie, il va produire 600 TWh. Si vous faites la division des 10 milliards par 600 TWh, vous tombez sur un chiffre qui est 14 euros par mégawattheure. 14 euros par mégawattheure, c'est aujourd'hui, c'est rien du tout par rapport aux 300 euros par mégawattheure du kilowattheure photovoltaïque, c'est rien du tout. Et quand on sait en plus que, pour revenir à l'aspect économique justement, on verra après les aspects radioprotection, mais quand on sait que le nucléaire, à la différence de la production d'électricité à partir du gaz, le nucléaire c'est justement l'investissement initial qui coûte. Le combustible ne coûte presque rien. L'uranium, il représente, suivant les pays, entre 10 et 15% du coût du kilowattheure. C'est vraiment l'outil, le réacteur qui est l'essentiel du coût de production. Si vous faites le calcul, vous apercevez que même cet EPR qui commence à coûter une fortune selon certains critères, et c'est sûr que les écologistes, Europe Écologie Les Verts, ne se privent pas de dire on est passé de 3 milliards à 10 milliards, ça ne représentera presque rien sur le coût du kilowattheure et ça n'empêchera pas que ce kilowattheure nucléaire restera le moins cher du monde. Et c'est comme pour Fessenheim, on s'apprête à fermer Fessenheim, mais c'est un scandale, c'est un réacteur complètement amorti qui produit aujourd'hui les kilowattheures les moins chers du monde. Moi qui étais responsable de l'usine de Rodif, donc cette usine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une usine énorme qui, malheureusement, on l'a arrêtée depuis 2012 parce qu'elle était très gourmande en énergie, elle consommait 3 réacteurs nucléaires. Et elle consommait l'équivalent en électricité de toute la ville de Paris. Donc c'était un consommateur industriel énorme et j'ai eu la chance pendant 10 ans d'être responsable de cet approvisionnement en électricité. Bon, je connais bien le marché de l'électricité et je sais que les réacteurs amortis, des 58 réacteurs d'ailleurs du parc EDF, aujourd'hui produisent une électricité qui est imbattable. C'est pour ça qu'on exporte d'ailleurs en Europe autant d'électricité. Et pour revenir à Fessenheim, moi j'ai eu l'occasion, je ne vais pas dire le chiffre, mais, parce que c'est un secret commercial, mais d'acheter de l'électricité à bien plaire, comme l'appelait EDF, en été, parce qu'en été, on a dans ce pays, on n'a pas beaucoup de climatisation encore, donc il y en avait encore moins il y a 40 ans, à des prix qui sont de l'ordre de 10 euros du mégawattheure, c'est-à-dire 5 fois moins cher que les prix de marché et 20 fois moins cher que les kilowattheures photovoltaïques ou éoliens qu'on produit aujourd'hui. Bon, je réponds qu'en partie à la question. Oui. Peut-être vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je pense quand même, si on retrace un peu ce qui s'est passé, moi je me souviens que Pellerin m'avait dit les 900 mégawatts qui sont les premiers réacteurs que nous avons fait, que EDF a fait, eh bien ce sont des horloges, ça marche super bien. Et ils ont bénéficié, alors à l'époque quand même, je crois qu'un des patrons d'EDF, ce qu'il avait un peu demandé à l'autorité de sûreté, c'est de dire, bon, vous m'emmerdez pas pendant 5 ans, et puis après, donc je construis les mêmes, et puis après, on fera un tour d'horizon pour voir ce qu'on peut améliorer. Mais vous ne me changez pas tous les ans. Hein, alors moi, c'est ce que j'ai entendu. Et Pellerin a profité de TMI, il s'est dit, bon, il a fait, je crois que c'est lui, l'accident du seul réacteur qui est pareil que les autres. Le syndrome chinois. Bon, du PWR. Enfin, c'était le film. C'était le titre du film. Voilà. Donc il s'est dit, s'il y a des rejets, ce qui va être gênant, c'est le césium qui peut aller sur des terres agricoles. Et là, il faut mettre des filtres à sable. On va mettre des filtres à sable pour pouvoir rejeter de l'enceinte, pouvoir rejeter à l'extérieur. Et puis on va mettre à l'intérieur un recombineur d'hydrogène, parce que les Américains ont eu très peur d'une explosion hydrogène. Donc il a fait mettre ces deux... et si les Japonais avaient eu ça à Fukushima, ben, il ne serait rien passé. Le recombineur d'hydrogène aurait évité les en dehors du tsunami quand même et de... Ah bah non, mais ça, le tsunami, l'élément du tsunami, ça ne pouvait pas les éviter. Alors, aujourd'hui, on se trouve pour le PR dans une situation qui est très différente. Au fur et à mesure, l'autorité de sûreté s'est dit, on va améliorer. C'est son boulot, hein. Elle dit, bon, c'est leur fonds de commerce. Bon. Donc, on a fait des doubles enceintes. Hein. Ces doubles enceintes, après, on dit, bah, on va mettre une peau. Après, l'air qui est à l'intérieur, on va le filtrer. Bon. Donc, il y a tout un tas de choses. Et puis, pour le PR, là, on est allé encore plus loin. C'est de dire, bon, on va faire une quadruple redondance. Quand on a besoin d'une pompe, on en met 4. Bon.
comme dans votre voiture, vous avez besoin de 4 roues, on vous en met 16. Hein. Et puis... Est-ce bien utile Voilà. Et on va de mettre 16 roues si 4 suffisent? Ben non, parce que les 4 suffisent peut-être pas si vous éclatez une roue. Oui. Hein, ben vous pouvez avoir un accident. Donc l'autorité de sûreté vous dirait, il faut doubler chaque... On en met que 8. Hein. Oui, d'accord. Comme ça, vous pouvez J'ai éclater... bon, alors ça c'est... Alors l'autorité de sûreté, aujourd'hui, quelqu'un l'a rendu indépendant de tout. Avant, il dépendait du ministère de l'Industrie et du ministère de la Santé. La santé, c'était Pèlerin pour la radioprotection, et l'industrie, c'était le ministre de l'Industrie. Et donc, il y avait... le ministre de l'Industrie disait, attendez, là, vous voulez, mais vous ne payez pas, vous. Hein, est-ce que quel gain va-t-on obtenir en faisant ces améliorations qui coûtent cher, hein? Dites-moi les gains. Aujourd'hui, l'autorité de sûreté a été mise indépendante de tout le monde. Donc, son fonds de commerce, c'est de vendre de la sûreté, donc on en ajoute, on en ajoute, on en ajoute. Bon, ça fait un EPR cher. C'est peut-être pas... Bon, c'est pas grave, comme disait mon collègue, c'est que, bon, le kilowatt, c'est pas ça. Mais ça fait mauvais effet, parce que aussi, c'est la ceinture et 3 paires de bretelles. Hein. Parce que on a voulu récupérer le corium, s'il faut, il faut pas que... Alors c'est tout un truc, hein, il faut récupérer tant qu'il est liquide, puis après il faut qu'il se refroidisse en couche mince, enfin c'est pas simple du tout, mais ça coûte. Et à chaque fois que l'autorité de sûreté en ajoute une louche, elle ne paye pas. Le prix du kilowatt, c'est Goutous qui le paye. Et qu'elle soit indépendante qu'elle ait quelqu'un au-dessus, pour au moins dire, attendez, là, ce que vous demandez, c'est ce qui se passe avec la cuve de l'EPR, pour lequel ils imposent plus que... La Cour des comptes est en train de le dire. La Cour des comptes est un des rares à dire que c'est pas la peine d'en faire trop de la sûreté. Après ce que tu as dit, bon, c'est en plus un prototype. Bon, donc tout est fait pour essayer de tuer. Alors, de tuer l'EPR, les Verts font leur fonds de commerce, hein, de le tuer. Mais comme tu dis, c'est un prototype. Deuxièmement, il y a trop de sûreté dedans. Les rapports de sûreté, moi, je suis épaté au genre. Enfin, je suis. Mais excusez-moi, je crois qu'on a à peu près compris l'argument. La question corollaire, j'en ai une autre derrière, et après je laisse la parole à Alexandre. L'autre argument principal à l'encontre du nucléaire, j'y viendrai tout de suite après, mais pour finir sur ces nouvelles technologies du nucléaire, il y a la situation actuelle, c'est que les gens en arrivent à se poser des questions sur l'avenir, y compris industriel, de la technologie. Qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui ? Il y a l'avenir industriel dans le monde et puis l'avenir industriel en France. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'avenir industriel en France, on commence à se poser des questions puisqu'on est en train de scier la branche et peut-être d'en mourir par trop de sûreté. Mais l'avenir industriel, on n'est pas les seuls. On a un confetti sur la planète, la France. On était leaders mondiaux. Il y a 70 réacteurs en construction, on n'en construit que 4. Donc l'avenir industriel, je ne sais pas ce qui sera. Et moi, personnellement, je suis de plus en plus inquiet. Les Chinois construisent des réacteurs. Quelle est la technologie qu'ils utilisent? On leur a vendu et ils ont acheté donc la technologie française, la technologie Westinghouse. Ils construisent des réacteurs simisés. Donc il y a 2 EPR franco-français en construction en Chine qui vont bientôt être mis en service d'ailleurs. Ils auraient été construits beaucoup plus vite que les nôtres. Les Chinois n'ont pas d'état d'âme sur la qualité. Sous-entendu avec des contraintes de sécurité moindres. Non, pas avec des contraintes. C'est exactement les mêmes. Mais pourquoi ils ont été beaucoup plus vite? Parce qu'ils se sont profité des problèmes. Quel problème il y a eu sur le PR finlandais et sur le PR d'ailleurs de Flamanville? Au départ, on a perdu des mois et même des années simplement pour que le génie civil correspondent exactement à la qualité de ce qui était prévu sur les plans. C'est-à-dire que s'il y avait une ferraille qui était déplacée de 1 cm par rapport au plan, l'autorité de sûreté finlandaise a fait arrêter, a fait monter des dossiers de dérogation, etc. On a perdu un temps fou là-dessus. Aujourd'hui, le PR, ce qui vous inquiète, à travers la question que vous avez posée tout à l'heure, c'est tout ce qu'on entend dans la presse sur ces défauts qui ont été mis en évidence par l'autorité de sûreté française, justement, sur la qualité de la cuve. Et effectivement, cette cuve de l'EPR de Flamanville, elle a été fabriquée juste avant qu'une nouvelle réglementation encore plus contraignante que la précédente soit mise en place. Et il se trouve qu'il y a quelques paramètres concernant le taux de carbone de certaines parties de la cuve qui
qui sort un petit peu de la nouvelle norme. Mais cette cuve, d'après ce que j'ai entendu, d'après les collègues d'EDF et d'Areva, c'est probablement la cuve la plus sûre des 58 cuves qui existent en France par ailleurs. Donc je suis tout à fait d'accord, mais on est tous, autant qu'on est, citoyens, un peu responsables de cette course à la sûreté. Parce que si vous demandez à n'importe qui dans la rue, est-ce qu'il faut que le nucléaire soit plus sûr demain, tout le monde vous dit oui. Et finalement, moi, après une carrière de 40 ans dans le nucléaire, je me dis, mais les 58 réacteurs du parc nucléaire d'EDF aujourd'hui, ils m'ont donné entièrement satisfaction, ils m'ont donné de l'énergie pas chère, j'ai jamais entendu parler de problème de déchets, ces déchets de production de haute activité, il n'y a jamais eu de problème. On va peut-être passer tout de suite à cette question-là, puisque c'est évidemment l'argument, l'autre argument massif à l'encontre du nucléaire, notamment des écologistes, qui est quid des déchets qui seraient, selon eux, ils ont des arguments qui semblent assez plausibles là-dessus, une hypothèque posée sur les générations futures. Si vous permettez, une petite parenthèse sur l'EPR quand même. Il y a une chose que j'ai oubliée, c'est que les déboires de l'EPR sont aussi liés au fait que pendant 15 ans, on n'a pas construit de centrale nucléaire. Donc nos politiques sont très responsables, de gauche comme de droite. On a arrêté. Donc tout le tissu industriel qui était bien conditionné, qui savait faire, tous ces gens-là sont partis. Et après, il faut reconstruire, il faut refabriquer une toile d'araignée, des sous-traitants qui soient compétents, etc. C'est du boulot. Et si on ne fait pas un deuxième EPR dans la foulée, eh bien, on gaspille encore ces toiles d'araignée que sont ces petites entreprises qui savent faire. Pendant 15 ans, nos politiques n'ont pas fait de centrale nucléaire. Et moi, j'en veux beaucoup aux politiques de droite comme de gauche, à Chirac comme à Jospin, d'avoir bloqué le nucléaire et d'avoir laissé dilapider tout cet héritage. Cela dit, la désindustrialisation de la France n'a pas concerné que le nucléaire pendant cette période. Mais surtout, oui, moi je voudrais être un petit peu optimiste, si vous voulez, sur l'avenir de la saga, parce que je crois que les hommes politiques actuels vont être très contents, ils vont pas le dire, mais ils vont être très contents de voir qu'il y a des gens qui défendent le nucléaire, parce qu'ils ont tous besoin de défendre le nucléaire. Ceux qui sont au gouvernement actuel, ils sont embêtés parce qu'il y a des écologistes qui viennent les embêter trop, mais ils peuvent rien dire, si vous voulez. Et les hommes politiques actuels ne peuvent rien dire. Ils peuvent pas, et ils seront très contents de voir que ça ne vient pas d'eux, mais qu'il y a des gens qui défendent le nucléaire et qui sont des gens sérieux. Donc moi je suis assez optimiste sur l'intérêt que ce livre va procurer dans le monde politique. Ça ne sera pas reconnu, mais ce sera une influence certainement importante. Alors sur la question des déchets, Alors, sur la question des déchets, on peut rajouter une petite chose, si vous voulez, c'est que l'excès de sécurité, l'excès d'application de normes arrive à des choses qui sont ahurissantes. Les eaux minérales actuellement, elles sont traitées pour être décontaminées. Moi je me suis battu en disant aux gens, surtout ne parlez pas de ça, qu'est-ce que vous allez faire? Votre eau elle est très bonne, les gens sont très contents, ils en boivent, ils se portent très bien. Et bien il y en a qui ont dit il faut décontaminer l'eau. Alors ça a été fait maintenant. Alors on décontamine de l'eau et on a des résidus de traitement à base de je sais pas quoi, enfin il doit y avoir du charbon actif et des machins comme ça. Et ces déchets, on ne sait plus quoi en faire, c'est considéré comme un déchet nucléaire maintenant. Oui, mais si on en revient au cœur du problème, c'est-à-dire les déchets produits par l'industrie nucléaire, les centrales nucléaires, etc. Les produits sont issus de la ce qui terre. est important, c'est quand même de voir que maintenant, ça soulève des problèmes. Oui, certes, mais on va pas. Oui, mais il s'agit de répondre aux objections majeures et bien connues de tout le monde. Quid des déchets nucléaires? Alors, Qui veut répondre? On a toute une partie dans le livre concernant les déchets nucléaires. Ça pourrait faire l'objet d'une réunion complète. Je pense que les écologistes d'abord ne connaissent rien à ce que sont réellement ces déchets. Les déchets, il y en a qui sont à vie courte, à activité forte, à vie moyenne, à moyenne activité, etc. Les déchets sont différents. Ce qui est stocké actuellement et ce dont parlent les écologistes, c'est des déchets
à vie très longue et à activité forte. Enfin, ce qu'il faut. Enfin, Mais C'est pas vraiment la réponse Oui, à c'est la la réponse question. à la oui, mais c'est N'oublions pas, vas-y. déjà, faut donner un ordre d'idée. Effectivement, on a quand même une agence nationale, comment dire, pour les déchets radioactifs, l'ANDRA, française. Nous, comme l'expliquait, je crois que c'est Jean-Luc l'expliquait, on retraite nos déchets. Ce qui fait on retraite notre combustible, ce qui fait qu'on a très peu de déchets. Pour vous donner un ordre d'idée, ce qu'on disait, les déchets les plus dangereux correspondent comment dire, de 1975, début des centrales nucléaires, jusqu'à 2004, je viens de vérifier le chiffre, à 1800 mètres cubes. 1800 mètres cubes, c'est tout. Ce qui correspond, alors ça c'est pas de moi, c'est Jacques Fausse qui est On cite là-dedans. voilà. Jacques Fausse donnait comme exemple, ça correspond dans sa leçon de clôture du CNAM, du Conservatoire National des Arts et Métiers, donnait l'exemple, ça correspond au 3e étage de la Tour Eiffel. Quatrième. Mais il n'y a pas de 4e étage à la Tour Eiffel, Nicole. Oui, là. Oui, mais il y a l'antenne. Le Il dernier. y a l'antenne. Ben, c'est pas l'antenne, c'est pas l'antenne qui c'était fait. un cube. Bref, C'était un cube. ces déchets, en bref, ces déchets représentent, 1975. Là, je en crois termes qu'il de est passé- mesure, des choses extrêmement minimes. C'est un des En arguments. volume, En volume. extrêmement. Voilà. Moi, je pense que ce qu'il faut dire pour rassurer les gens, c'est que c'est vrai, des déchets nucléaires, en 40 ans, on en a produit des quantités, mais quand on dit... Oui, enfin, moi, tu disais, ce qui me choque, c'est qu'on Ça, entend partout, et personne ne dément ça, on dit Disons, il y a des problèmes de déchets nucléaires. Alors, ce que les gens aimeraient entendre, c'est qu'il y a plus de 99% des volumes de déchets nucléaires qui ont des solutions, qui sont Exactement. mises en œuvre depuis des décennies, qui sont parfaitement sûrs, qui n'ont jamais provoqué aucun impact sanitaire ni sur l'environnement. Et c'est vrai, aujourd'hui, il reste un point à résoudre, c'est celui que vous citiez, toutes les deux, c'est celui des 0,2% de déchets qui renferment 98% de la radioactivité. Ce sont les fameux produits de fission issus justement de... Alors là, ça a suscité des questions complémentaires. Mais je peux terminer là-dessus. Oui, allez-y. Et donc ces 0,2% de produits de fission qui sont aujourd'hui, en France en tout cas, pas partout, mais en France ils sont retraités, ils sont vitrifiés, et c'est ceux-là qu'on va enterrer, qu'on va enfouir ou qu'on va entreposer, je ne sais pas comment il faut dire, dans ce magnifique projet de Bure qui est un projet de stockage géologique profond dans une couche d'argile. Il faut savoir que ça ne représente, on en produit à peu près 50 tonnes par an en France. On est 63 millions d'habitants, je crois. Si vous faites la division, ça fait 0,7 grammes par personne et par an pour un nucléaire qui représente 80% de la production d'électricité de ce pays. Donc c'est vraiment minuscule en quantité. Mais c'est vrai que du point de vue radioactivité, c'est une radioactivité qui est énorme, mais personne n'en a jamais souffert parce que tous les gens qui en parlent et qui se plaignent des déchets nucléaires n'en ont jamais vu. Même les gens qui travaillent chez Areva ou au CEA, il y en a beaucoup qui n'en ont jamais vu de ces déchets vitrifiés. Et donc le problème, pour moi, n'existe pas. Les solutions existent. Et il reste juste à décider, c'est les pouvoirs publics qui doivent le faire, l'année prochaine, de lancer ce fameux projet qui permet de boucler la boucle et de résoudre le problème de ces derniers déchets qui sont finalement, on dit qu'ils vont être radioactifs pendant des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années. Ces déchets retraités, on a retiré l'uranium et le plutonium qui sont des chavilongues. Et donc ceux-là, dans 300 ans, ils auront pratiquement retrouvé un niveau de radioactivité qui correspond au bruit de fond de la radioactivité. On a retiré le plutonium et l'uranium pour le recycler. Pour les recycler, c'est des métaux, c'est des matériaux nobles, stratégiques qu'on peut remettre. Et aujourd'hui, il y a 20 réacteurs EDF sur les 58 qui recyclent ce plutonium. Et la France a opté, pour la même raison que les États-Unis optaient pour l'inverse. Les États-Unis disaient il ne faut surtout pas retraiter parce qu'on peut séparer du plutonium, et le plutonium, un État voyou qui sait le séparer pourrait faire des bombes atomiques. En France, en Allemagne, en Angleterre, on a utilisé exactement la même raison. Ce plutonium, la meilleure chose qu'on peut en faire, c'est le séparer et refaire du combustible MOX, il y en avait aussi dans le réacteur de Fukushima, pour produire de l'électricité civile. Oui. Et voilà les deux positions extrêmes et un peu Les simplifiées. Américains, comme il n'y a plus de matière fissile, chez nous, on est moins apte à avoir un terroriste qui vient chipper nos déchets. On va peut-être passer la parole au public.